Donc, c'est parti. Je m'excuse du contretemps. Pas de souci. Hein, d'ailleurs, c'est un peu comme chez le médecin, quand on commence à prendre du retard, on l'a sur l'ensemble des sessions. Donc, je vais faire un petit peu moins d'une heure. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur cette session. On va parler de Power BI. Alors, je ne vais pas du tout parler de service Power BI et vous montrer comment on fait des jolis tableaux de bord ou des choses comme ça. On va se concentrer sur des fonctionnalités qui sont souvent très demandées et souvent mal comprises, ou en tout cas mal interprétées par les gens. Enfin, moi, je le vois chez quasiment toutes les entreprises que j'accompagne sur Power BI. Il y a beaucoup d'incompréhension, en tout cas d'idées reçues sur le partage et la collaboration avec Power BI. Donc l'idée, ça va être d'éclairer un petit peu sur les façons de partager son travail. Une fois qu'on a fait un joli tableau de bord, plus ou moins joli en tout cas, comment je fais pour collaborer et travailler avec des collègues ou des partenaires qui soient dans mon entreprise ou pas dans mon entreprise. Hop, ah oui, il faut peut-être que je clique sur mes slides pour passer au suivant. La petite minute publicitaire, donc moi je suis Jean-Pierre Riel, je m'occupe du GUS, qui est l'un des mécènes, en tout cas sur les 24 Hours Pass. Je travaille dans une société de services qui s'appelle Azeo, qui travaille sur les technologies Microsoft, avec tout plein d'experts sur l'ensemble des technos Microsoft. Évidemment, moi je m'occupe de la data et de la BI, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, et moi j'en ai fait ma spécialité. Hop, un petit disclaimer avant de démarrer, parce qu'en fait, je suis souvent en train de refaire mes slides, tout simplement parce que Power BI évolue en permanence. Tous les mois, on a des nouveautés, donc des nouvelles fonctionnalités ou des changements de comportement de fonctionnalités existantes. Quasi pas de retour arrière, ou en tout cas de choses qui ne marchent plus. Des fois, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est toujours dans le bon sens, c'est-à-dire que quand il y a un changement de comportement, c'est toujours pour avoir quelque chose où on a plus de choses, voilà, qui est amélioré par rapport à l'habitude. Donc pensez bien à suivre le blog Power BI ou un site qui s'appelle ids.powerbi.com qui vous dit en fait ce qui arrive, ce qu'il y a dans le backlog, etc. Donc le petit disclaimer, c'est juste pour vous dire que potentiellement, si vous écoutez cette session un an après, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait pareil ou qui sont peut-être simplifiées par rapport à ce que je vous dis aujourd'hui. Allez, comment on fait pour partager? Donc le postulat, si vous avez votre tableau de bord, il est là, il existe, il a été fait, maintenant vous devez le partager avec quelqu'un. Alors, des petites informations déjà sur le partage de données. Donc qu'est-ce qu'on partage? On partage un tableau de bord. Juste les petits mots-clés sur Power BI. Donc dans Power BI, on a bien le niveau tout en haut qui est un tableau de bord qui contient des tuiles qui elles-mêmes sont des éléments d'un rapport. Donc je parle bien du tableau de bord, l'élément le plus haut qu'on a au-dessus. Donc c'est sur lui qu'on va faire l'action de partager. C'est bien le tableau de bord qu'on partage. Même si c'est en train un petit peu de changer, on a quelques façons de partager les éléments en dessous. Mais sachez que dans tous les cas, quand vous partagez un tableau de bord, vous partagez bien évidemment les éléments dépendants jusqu'aux données. D'ailleurs, il y a un warning marqué en gros la première fois que vous partagez quelque chose, on vous dit bien attention, la personne avec qui vous partagez va avoir la même chose que vous. Et donc si le jeu de données qui est sous-jacent contient des données très fines que vous ne voulez pas montrer, faites bien attention parce que vous partagez vraiment tous les niveaux. Donc l'élément de base, c'est le tableau de bord qu'on partage. Ensuite à qui? C'est simple, un utilisateur interne ou externe de votre entreprise. Très longtemps, ça a été une fonctionnalité demandée depuis le début de Power BI, c'est de pouvoir partager à l'extérieur de l'entreprise parce que c'est des use cases tellement courants. Je dois partager à mon fournisseur, à mon client, à mon partenaire d'état des lieux de ses factures, de sa consommation, etc. L'externe à l'entreprise est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, on va voir des choses qui vont moduler ça, ça va être la façon dont on partage, et bien évidemment ce qu'on partage, c'est-à-dire le niveau fonctionnel du tableau de bord qu'on est en train de partager en fonction de si c'est du gratuit ou du pro. Évidemment, ça va être un petit peu différent. On va avoir des contraintes d'un côté, des limitations de l'autre, donc faites bien attention, finalement on a quelque chose d'assez simple, c'est je partage un tableau de bord, donc c'est l'objet que je le partage à quelqu'un, interne, externe, peu importe, et en fait, en fonction de cette équation, vous allez avoir différentes options. Et différentes options, c'est simple, c'est qu'on a quand même beaucoup de façons de partager son travail. On va passer beaucoup de temps et on va parler beaucoup de la fonctionnalité native de partage, puisque bien évidemment, quand on a un bouton partager, c'est celui qui semble le plus trivial quand on est utilisateur de Power BI. Et je ne parle pas d'un architecte ou d'un administrateur ou d'un informaticien, je parle vraiment d'un utilisateur de Power BI. Ça semble logique de se dire que quand je veux partager, j'appuie sur le bouton partage. C'est en effet la fonction la plus simple. Ensuite, on parlera des groupes, une autre façon de faire, des packs de contenu, de la publication web et des techniques d'embedding qui peuvent être une façon de partager les données. Allez, commençons avec le partage natif. Le partage natif, je vous disais, c'est simple, on a un petit bouton partager. Alors, hop, je vais juste me passer en mode stylet.
Hop, je suis en mode stylet. Donc vous avez le bouton partager, vous reconnaissez le petit icône. Si vous êtes utilisateur d'un outil comme Office 365, ce qui est sûrement le cas si vous faites du Power BI, c'est pas une obligation, mais c'est souvent le cas, en fait, c'est le même bouton que vous avez dans un SharePoint pour partager un document, vous avez dans Outlook pour partager des choses. En fait, voilà, vous avez ce bouton partager qui se trouve au niveau d'un tableau de bord, et quand vous cliquez dessus, vous avez les options de partage et de gestion des partages existants. Donc, sachant que quand on parle de gestion, c'est tout simplement révoquer le partage. Donc le partage, c'est pas je te copie quelque chose et je te l'envoie par email. On parle bien de partager, et d'un point de vue gouvernance stricto sensu, il est important, quand on partage quelque chose vers l'intérieur ou l'extérieur, de pouvoir le révoquer. Donc dès l'instant où on appuie sur le bouton, on a le volet de partage qui arrive, sur lequel je vais pouvoir gérer mes partages existants ou partager à des nouvelles personnes. Une fois qu'on a partagé, donc on dit à qui on veut le partager en entrant une adresse de messagerie, en fait la personne va tout simplement être notifiée de ça. Et là on va avoir une différence de comportement si on a un utilisateur interne à notre entreprise ou externe. Quand on est externe, on reçoit juste un email. Quand on est interne, alors là on a 50 façons d'être notifié. Vous avez un moteur de notification à l'intérieur de Power BI, vous avez l'email, vous avez tout simplement le dashboard qui va arriver dans votre espace personnel, vous avez plein de façons de pouvoir récupérer l'information, alors que dans le cas externe, on a quelque chose de beaucoup plus basique. Quand on est vers l'extérieur, donc je disais des choses basiques, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on va le faire à l'extérieur? Parce que sur l'intérieur, ça semble logique. On est à l'intérieur de notre propre tenant. Donc pour rappel, le tenant, c'est vraiment l'unité de base qu'on a dans Office 365 et donc dans Power BI. C'est l'élément qui représente votre entreprise. C'est vraiment votre espace à vous, cloisonné, sur lequel il n'y a que les données de votre entreprise. Donc quand on est au sein du maintenance, ça paraît tellement trivial, il n'y a pas de souci, on partage bien les données, les modèles, etc. Quand on est à l'extérieur, c'est un petit peu plus différent. L'utilisateur externe va recevoir un mail qui va l'inviter à se connecter au tableau de bord. Donc il va s'y connecter. Si vous avez partagé avec toto@macompagnie.com, il va devoir se connecter sur Power BI. Il y a bien cette action de connexion. Il ne peut pas faire autrement que de se connecter. Je sais que certains clients trouvent ça compliqué, lourd, etc. On verra qu'il y a d'autres façons de partager. Mais en effet, il doit se connecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bien Robert Dupont, on va prendre cet utilisateur-là, @macompagnie.com, à qui vous avez partagé. Et pas toute personne qui recevrait le mail d'invitation. Donc il y a bien cette notion, on doit bien vérifier qui est en face de ça. Alors après on peut se dire oui mais il se connecte à Power BI, mais peut-être qu'il n'a pas Power BI. En effet, peut-être qu'il n'a pas. Tout simplement il y a la création de ce qu'on appelle un shadow tenant, c'est-à-dire que ça crée un tenant sur macompagnie.com pour qu'il puisse finalement faire ça. Donc ça nous permet vraiment de conserver la sécurité sur ça et de faire en sorte que c'est bien Robert Dupont qui va se connecter, qui va consulter les informations. Les limitations à ça, en fait, la première, c'est la restriction sur les emails. Forcément, gmail.com n'est pas un tenant. Enfin, en tout cas, si ça devait être un tenant, ça serait le tenant de Google, en tout cas, ou des employés de Google. Hotmail.com non plus, n'est pas un tenant. Donc, vous avez tout un tas de restrictions sur les emails, et donc, il faut que ça soit un email, on va dire, d'entreprise. Alors, je sais que ça pose certains soucis, comme carrosseriegaillard@wanadoo.fr, qui forcément est plus simple quand on est un utilisateur pas très aguerri sur l'informatique, ça peut être bloquant. Donc pensez-y, le partage externe, mine de rien, a quelques limitations. Et puis la deuxième limitation vers l'extérieur, c'est qu'on est obligé de garder son invitation, de garder le lien. Pourquoi? Parce que vu qu'on est externe à l'entreprise, l'élément ne va pas s'afficher dans notre espace personnel. Le mieux, c'est que je vous montre très rapidement à quoi ressemble justement ce partage. Donc, je suis ici sur un tableau de bord qui contient tout un tas de choses, une tuile dynamique, donc ce qui va me permettre de partager vraiment pour le coup le niveau rapport, alors que je vous ai dit qu'on était au niveau des tableaux de bord, et tout un tas de tuiles statiques. Mais en fait, partager, c'est aussi simple que de cliquer sur le bouton partager ici, et comme je vous disais, quand on clique sur partager, on a bien le menu qui arrive, et donc ici je peux entrer des adresses de messagerie, donc robert.dupont@macompagnie.com, donc ça marche. Si je fais ça, il vous prévient quand même, il vous dit attention, c'est bien des gens qui sont externes à votre entreprise, avec tout un tas de disclaimers, donc ça c'est ça qui est bien quand on a ce type de service, c'est qu'ils pensent vraiment à bien vous guider, à guider l'utilisateur, donc en disant attention, la personne là va avoir accès aux mêmes données que vous, donc faites bien attention. Mais évidemment, je peux aussi prendre des gens de ma propre compagnie. Donc par exemple ici, si je commence
à mettre les quelques lettres, ben, en fait je vais avoir, donc ici je suis sur le tenant de ma société qui est Azeo, donc forcément je vais voir les différentes personnes, de ma société par exemple, hein, ici. Voilà. Donc vous voyez, j'ai toutes les personnes, donc c'est aussi simple que d'écrire les adresses et ensuite de faire partager avec les différentes options. Et notamment une qui est assez rigolote, c'est la possibilité à la personne à qui vous avez partagé de partager à son tour. Donc faites attention, elle est cochée par défaut, hein, mais vous pouvez revenir si vous êtes trompé. Donc là, ici sur l'accès, on peut voir ici, ah, tiens d'ailleurs c'est rigolo, Azeo Conditional Access, ça sent le test ça. Donc on peut voir à qui je l'ai partagé, alors je pourrais mettre sur un autre où j'ai un peu plus de partage, et donc ici, bah, vous voyez, je peux activer le repartage ou pas, ou révoquer finalement, révoquer ici le partage. Donc j'ai bien tout pour pouvoir gérer ce qui est partagé. Et donc par exemple ici, celui-là doit être un petit peu plus partagé, je dois avoir un petit peu plus de monde. Accès, vous voyez, bon, ça reste quand même du test. Mais ici, je vais avoir donc des gens ici invités. Pourquoi? Parce que le Jean-Pierre Riel qu'on voit ici, ben, en fait, si je regarde, il fait pas partie de ma société. Je vais peut-être avoir le détail ici. Alors, ça doit être le tooltip. Voilà, il est externe, mais par contre, il me dit pas sur quel domaine, sur quel domaine c'est. Pourquoi? Parce que quand je me suis là derrière, hein, c'est un domaine sur lequel il y a un tenant pour BI et il y a bien mon nom qui a été affiché là-dessus. Donc, vous voyez que le partage est vraiment très très simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Donc là, j'ai fait l'action de partager depuis mon espace personnel. Donc moi, j'ai un tableau de bord que je veux partager. Ben, ce qui se passe de l'autre côté, c'est simple, c'est que quand on est utilisateur, ça. Quand on est utilisateur interne du même tenant, ben en fait, je vais voir ici dans mon espace personnel, vous voyez le petit icône ici du partage. Donc là, on voit finalement que ces tableaux de bord-là sont des tableaux de bord qui m'ont été partagés. Ils ne sont pas à moi, mais pourtant, j'y ai accès. Et d'ailleurs, si je descends, hein, il y a aussi des rapports et des jeux de données associés. Mais moi, je ne vois que le niveau tableau de bord. Mais bien sûr, je peux descendre et je peux utiliser directement les données ici. Bien sûr, c'est de la lecture seule, je ne peux pas modifier le rapport. Pourtant, je suis dans la même société, mais je ne peux pas modifier ce rapport. Donc c'est très simple, je reçois un email, je reçois aussi une notification. Vous avez tout moteur de notification, hop, s'il veut bien s'activer, tout moteur de notification de Power BI, sur lequel on voit ici Showcase Power BI, le tableau de bord a été ajouté à Showcase, donc là bon, c'est les notions de groupe, on y reviendra après, mais ici voilà, Jean-Pierre Riel a partagé le tableau de bord Foursquare Free Group avec vous. Et donc il apparaît ici, From Group, directement, et donc je peux y avoir accès. Donc j'ai la notification, mais j'ai reçu aussi un email si la case a été cochée. Quand on est externe, je ne vais pas me connecter sur l'autre tenante, mais quand on est externe, en fait, ici on n'a pas la notion d'espace personnel. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas sur un vrai tenant que je n'ai pas configuré, j'ai ce fameux shadow tenant, et finalement j'ai un petit peu tout ce qui est utile à faire fonctionner le rapport. Par contre, j'ai pas la notion comme quand on est sur son propre espace personnel. Donc malheureusement, on ne le voit pas ici. Alors je sais que ça a été demandé dans justement ce backlog dont je parlais tout à l'heure, ideas.powerbi.com. Donc dans le backlog, ça a été demandé à ce qu'on puisse avoir dans son espace personnel, même si on est sur un externe, de pouvoir avoir ça. Donc faites bien attention, ça veut dire que la personne doit sauvegarder le lien. Alors vous pouvez lui redonner, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais en fait ici quand on a partagé et que je reviens ici dans les accès, je peux récupérer le lien et potentiellement lui renvoyer. Donc il va se connecter, etc. Mais l'invitation en effet, il l'a par email et c'est intéressant de la garder parce que Power BI ne le fera pas pour vous. Donc ça c'est une petite règle à avoir. Donc voilà ce qui se passe. Hein. Partager, c'est super simple. On appuie sur partager et on donne l'adresse email, on fait envoyer et ça marche tout de suite. Quand on est de l'autre côté, on reçoit un mail, une notification et l'espace personnel qui va nous permettre de naviguer. Hein. Donc quand on nous a partagé quelque chose, je peux vraiment naviguer, je vois les rapports puisque ce qui a été partagé, c'est bien le dashboard et tout ce qui est en dessous. Hein, donc faites attention quand vous avez un dashboard ici qui va chercher des données de plein de rapports différents, vous allez tout partager en une fois. Hein, donc pensez-y, c'est important, mais on va y revenir avec la notion de pro et de gratuit ici.
Hop, donc ça c'était pour le partage natif qui est vraiment très très simple avec quelques limitations comme je vous ai dit. Dès l'instant on est sur de l'externe. Les autres limitations on le verra quand on fera une petite conclusion, un petit élément de synthèse sur le gratuit et le payant avec les notions d'actualisation. Les groupes Power BI. Alors c'est une autre façon de partager son travail, mais cette fois-ci les groupes Power BI, par défaut les groupes Power BI on peut dire que c'est forcément de l'interne. Maintenant, il y a une petite subtilité, pareil, je vous mettrai ça dans le tableau de synthèse, parce que je peux utiliser le partage natif depuis un groupe Power BI. Alors avant tout, je vais vous expliquer ce qu'est un groupe Power BI. Les groupes Power BI, c'est tout simplement un groupe Office 365. Donc, si vous connaissez Office 365 et les groupes Office 365, ce que vous avez quand vous allez sur Outlook.com par exemple, sur votre messagerie en ligne, de Office 365, vous avez la possibilité de créer des groupes et de créer ce qu'on appelle les fameux groupes Office 365. Maintenant, qu'est-ce que c'est? En fait, un groupe Office 365, c'est simple. C'est, je vais y revenir après, mais il y a bien un espace Power BI, mais c'est avant tout une bibliothèque de documents, un boîte de notes partagé, une liste de distribution qui va sauvegarder les conversations, on peut revenir sur les conversations qu'on a loupées même si on n'était pas dans le groupe avant, et un calendrier partagé. Donc finalement, c'est un espace collaboratif qu'on va créer dans l'entreprise. Ceux qui connaissent SharePoint et Office peuvent se dire que c'est finalement un peu une sorte de team site, de site d'équipe un petit peu simplifié. Quelques différences, mais c'est pas le but. Et bien évidemment, que contient aussi un groupe Office 365, un espace Power BI. D'ailleurs, vous ne le savez pas, vous l'avez peut-être remarqué par la suite, c'est que si jamais vous faites des groupes Office 365 depuis les autres services d'Office 365, en fait, vous allez créer des espaces Power BI, même si vous n'utilisez pas du tout Power BI. Donc voilà ce qu'est un groupe Power BI, c'est simplement un groupe Office 365 qui va nous permettre de collaborer, et c'est vraiment le principe fondateur d'un groupe. Un groupe, c'est pas quelque chose, c'est pas une page web sur laquelle en fait je mets des éléments que je veux rendre visibles. Le groupe est basé sur le principe de la collaboration. C'est on est dans le groupe ou on n'y est pas. Si on est dans le groupe, on a accès à Power BI, on a accès à OneNote, on a accès aux documents. Il n'y a pas de notion de sous-groupe, de sous-niveau, je veux partager tout sauf ce truc-là. On est vraiment en mode tout ou rien. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment un groupe de travail. Donc si je dois travailler avec Robert, Sophie, Aurélie et Lucien, en fait, je les mets tous dans le groupe et on est tous au même niveau. Toutefois, donc ça c'est la philosophie qu'il y a dans les groupes Office 365, mais dans Power BI, parce qu'il y avait quand même une petite spécificité liée aux données, en fait on a rajouté quand même la notion de lecture seule dans les groupes Power BI, c'est que potentiellement, donc pour tout le reste, on est vraiment en mode collaborateur, on a le droit de lire et d'écrire, mais pour Power BI, on peut potentiellement dire qu'on ne peut juste que consulter des rapports. Ça, c'est peut-être une spécificité liée au rapport, mais c'est que sinon, tout le monde a le bouton modifier, rajoute ses filtres, etc. Et ça peut vite devenir l'enfer avec des gens qui cassent des rapports sur lesquels vous auriez pu peut-être passer beaucoup de temps. Donc, on a cette possibilité de mettre les gens en lecture seule, même si c'est pas forcément, la volonté qu'on a. Donc, c'est vraiment voilà ces espaces communs qu'on va mettre en place, qui contiennent du Power BI. C'est simple, on crée un groupe, on met les gens dedans, et on met des rapports dedans, et en fait, ils vont pouvoir y accéder de la même façon qu'ils accèdent à leur espace personnel. Là, l'idée, c'est que contrairement au partage où on est en mode push, c'est-à-dire qu'on envoie le rapport à quelqu'un, et d'ailleurs, on est en mode push, mais on est aussi en mode one-to-one, point à point, entre deux personnes. Là, avec le groupe, l'avantage, c'est que on va pouvoir travailler en mode vraiment un petit peu, j'allais dire groupe AD, même si c'est pas l'objectif des groupes AD, mais en mode vraiment équipe, puisqu'on va pouvoir influer sur tout un ensemble de personnes qui travaillent dans le groupe. Donc moi, pour vous citer des exemples, j'ai des clients, ils ont la notion de mission, par exemple, une mission qui est un peu transverse, qui fait intervenir des gens de différents services. En fait, ils créent un groupe par mission, ce qui leur permet de collaborer, et ce qui est bien, c'est qu'ils ont créé donc les rapports qui vont bien pour aussi avoir de la BI, avoir des statistiques directement dans cette mission. Le mieux, c'est de regarder à quoi ça ressemble, puisque c'est bien d'en parler. Les groupes, en fait, tout simplement, vous les avez ici. Hop, donc vous voyez mon espace de travail, là, je vais le dérouler et je vais zoomer un petit peu. En fait, j'ai mon espace de travail qui finalement pourrait passer pour un groupe, c'est mon espace pour un BI, mais qui pour le coup, je ne peux pas inviter des gens dedans. C'est vraiment le mien, si je veux partager des choses, je suis obligé de faire du push et de les sortir. L'idée du groupe, donc là j'ai le petit plus qui me permet de créer un groupe, mais c'est pas ce qu'on va faire. J'ai tous les groupes ici que j'ai là, qui peuvent être ici des groupes projets, des groupes de tests, etc. Donc par exemple ici j'ai un showcase, qui me
permet de faire, de faire quelques démos. Ben, ici, je suis bien dans le groupe, mais j'ai bien la même chose, j'ai bien un tableau de bord, des rapports, des jeux de données. J'ai bien partagé des choses, sauf que ici, dans ce groupe, si je regarde, j'ai des membres. D'ailleurs, vous allez voir que je viens dans un autre service d'Office 365, qui d'ailleurs est Outlook, hein, ici. Hop, allez, charge-toi. Et donc ici, je vais bien voir dans mon groupe, je vais voir les différentes personnes qui ont été mises dans ce groupe-là, qui peuvent être collaborateurs et qui donc voient le fameux comme je vous en parlais, bloc-notes partagé, calendrier partagé, fichier partagé. Là, en l'occurrence, je suis tout seul dans ce membre-là, dans ce groupe-là, pardon, mais je peux très bien ajouter ici des membres. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que ici, si je rajoute quelqu'un, il va être en mode collaborateur. Et je vous ai dit qu'il y avait une petite spécificité dans un groupe Power BI, c'est qu'on pouvait mettre une personne uniquement en lecture seule. Alors, il y a quand même un niveau admin, hein, je vous rassure. C'est que ici, si je vais dans modifier le groupe, j'ai un sous-ensemble du menu de gestion des groupes. Et vous voyez qu'ici, j'ai potentiellement, hop, je vais peut-être en rajouter un deuxième. Donc, par exemple, on va mettre Laurent Quartou, par exemple, ici, que je vais ajouter. Hop. Ce qui est rigolo, c'est que là, il a dû recevoir un mail et il va peut-être me contacter pour me demander s'il a des choses à faire. Hop, et donc voilà. Ici, j'ai choisi, alors c'est pas au niveau des membres, mais j'ai choisi de dire que les membres ne peuvent pas modifier le contenu Power BI ou peuvent modifier le contenu Power BI. Pour tout le reste, il n'y a pas cette distinction. Il n'y a que vraiment Power BI qui apporte cette information de dire ce que peut faire un membre. Donc potentiellement, je peux avoir juste l'administrateur qui déploie un rapport existant et les membres qui derrière consultent les rapports. C'est pas dans la philosophie, mais c'est une petite dérogation qu'ont eu les équipes Power BI. Hop, donc ici, on va annuler, que je ne pense pas qu'il ait reçu la notification. Donc on est notifié qu'on appartient au groupe, et ensuite il va tout simplement apparaître ici dans la liste des groupes qu'on a à disposition. Je vous encourage d'utiliser favoris si comme moi vous avez énormément de groupes et de tableaux de bord un petit peu partout. Voilà, donc on a les groupes ici, et quand on est dans un groupe, je vous disais, c'est simple, vous retrouvez exactement la même chose, tableau de bord, rapport, jeu de données. Maintenant on peut faire le combo. C'est-à-dire que potentiellement, je peux très bien utiliser le groupe pour avoir cette notion un petit peu centralisée sur une mission, mais derrière, je peux utiliser le partage natif, et donc ici, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, vous avez peut-être pu deviner tout à l'heure dans ce qui était partagé à Jean-Pierre Riel d'un point de vue espace personnel. Ici, il y avait Foursquare from group. Ben, ici, voilà, je suis dans un groupe, et en fait, pareil, je peux partager l'information à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc je ne suis pas obligé de mettre les gens dans le groupe pour partager. Alors on est d'accord, après ça devient un petit peu tordu, donc ça va être, on en reparlera un petit peu en conclusion quand on parlera collaboration, mais pensez bien que vous pouvez mixer les différents modes de partage. Le groupe, sa finalité, c'est pas le partage en soi. Le groupe, c'est plutôt que les gens se réunissent à un endroit commun pour travailler et partager des tableaux de bord, hein, partager son travail. Donc c'est un petit peu comme les gens viennent au bureau, dans la salle de réunion pour partager les éléments. Alors que le partage natif, ce que je suis en train de faire ici, j'envoie l'information à quelqu'un, c'est plus un petit peu le pour information. Voilà. Jean-Pierre, oui. on a une question de David Barbarin par rapport à ça. Est-ce qu'un usager A peut voir les données de France et un usager B peut voir les données uniquement du Québec? J'y viendrai après avec la sécurité. Là, pour l'instant, je pars du principe que je partage tout du sol au plafond, hein, le tableau de bord, les rapports et les données. Mais j'ai un petit slide où je vais parler justement de la sécurité fine, parce qu'en effet, c'est la deuxième partie du scénario. Tout à l'heure, je vous disais, on a toujours besoin de partager à l'extérieur, à ses commerciaux, ses clients, etc. Enfin, commerciaux, c'est plutôt à l'intérieur, mais on a toujours le cas où on doit se dire, bah oui, mais lui, j'ai envie qu'il ne voit que ses données. Hein. Donc, on parlera du cloisonnement et de la sécurité un tout petit peu après. Donc, en tout cas, si on voulait le faire avec les groupes, ça sera un petit peu plus compliqué parce que là, comme je vous dis, le principe du groupe, c'est on est dedans ou on n'est pas dedans. Hein, donc, même si on est en lecture seule, il n'y a pas cette notion de finesse. En tout cas, c'est pas le groupe qui va l'apporter. Hop, revenons au slide. Donc, ça, c'était pour les groupes. Autre façon de partager du contenu, qui d'ailleurs est très intéressante, qui va être le pack de contenu. En anglais, on parle souvent de content pack. Je fais souvent le lapsus parce que avant qu'il y ait les traductions, on parlait vraiment de content pack. Où est-ce qu'on utilise un content pack? Donc là, je vais partir du principe que quelqu'un a créé un pack de contenu, l'a mis à disposition, et donc moi, j'ai envie de consommer ces données-là. Donc là, on est en mode
pool, c'est-à-dire que c'est moi qui vais chercher l'information. Bah, comment je fais? Bah, tout simplement, vous avez le petit bouton obtenir des données dans votre Power BI et tout de suite vous avez les bibliothèques de packs de contenu. Alors le mieux c'est quand même de le montrer. Hop, donc on vient ici. Donc je suis sur ici mon espace personnel, non même pas. Je vais revenir sur mon espace personnel que j'ai oublié de ranger avant, donc qui est un petit peu en foutoir. Hop, obtenir des données. Donc je viens ici et j'ai la possibilité, alors on va passer à tout ce qui est fichier base de données, mais ici j'ai les packs de contenu. Les services, on va passer aussi très rapidement, c'est tout simplement des packs de contenu externes. Donc c'est Mailchimp, Google Analytics, Dynamics, Salesforce, etc. C'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas. Là, on parle bien d'un utilisateur de votre entreprise qui aurait partagé des choses avec moi. Mais en fait, dans mon organisation, vous avez un catalogue interne à votre entreprise sur ce qui a été partagé. Alors évidemment, ici il n'y a que des éléments de démo dans le catalogue, mais ici j'ai bien donc ici une démo avec des données qui viennent de Foursquare, une démo avec des données qui viennent de l'INSEE. On voit aussi que j'ai fait tout un tas de tests, d'ailleurs pas que moi, il n'y a pas que du Jean-Pierre Riel ici là-dessus. Et donc c'est ça un content pack ici. Donc quelqu'un a partagé, en l'occurrence moi, une démo ici qui va contenir toutes les informations du tableau de bord, des rapports et du jeu de données sous forme d'un content pack ici que je vais pouvoir obtenir et mettre. D'ailleurs, comme je vous disais, on peut mixer. Donc ici, je peux très bien revenir, me mettre. Finalement, je vais rester sur le showcase. Est-ce qu'il y a l'INSEE dans le showcase? À mon avis, il y est déjà. Par contre, ouais, s'ils sont tous déjà, donc ça revient à peu près au même. J'aurais voulu en mettre un qui n'existait pas, mais potentiellement, hop, on va remettre l'INSEE, on va faire obtenir. Non, je vais tout avoir en double. Ok, il a détecté que ça y était déjà parce que c'est la même source, ça vient d'un content pack. Donc une fois que j'ai fait obtenir, bah, tout simplement, il me crée les éléments ici. Et vous voyez qu'il n'y a plus l'élément partagé ici. Hein. Donc à côté de démo INSEE, il n'y a pas partagé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. C'est pas quelqu'un qui m'a partagé qui donc peut révoquer l'accès là-dessus. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai fait ça, et c'est l'ensemble des éléments que je veux finalement partager un petit peu comme un template. D'ailleurs, ici, si je viens sur le rapport, vous voyez que j'ai modifié le rapport ici. Et donc potentiellement, hop, non, hop, ici, hop, non, bah non, il est grisé justement, parce que c'est pas le master. Mais l'idée c'est vraiment de se dire, je fournis un petit peu ça comme un template, donc on n'a pas l'icône partage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une liaison qui est faite, c'est-à-dire que potentiellement je peux versionner mon content pack et derrière le republier, et donc toutes les personnes qui utilisent le content pack vont avoir un message disant qu'est-ce que vous voulez faire. Le content pack a été modifié, est-ce que vous voulez le récupérer? Donc vraiment, on est dans deux logiques un petit peu différentes. Déjà, on a cette notion de catalogue d'entreprise et on a une notion où finalement, on garde un petit peu le lien avec le master qu'on va publier. Donc c'est vraiment comme si je publiais une façon de faire et non pas un partage. Donc ça c'est un moyen de partager des informations avec vos collègues, mais un petit peu différent. Vous voyez qu'à chaque fois, le mode il est un petit peu différent entre du pool et du push. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est comment on crée un content pack. Mais en fait, vous avez un bouton ici dans le menu qui s'appelle créer un pack de contenu. Et en fait, c'est aussi simple que de dire qu'est-ce que je veux partager. Bah, fréquentation des musées, donc là le jeu de données, mais aussi, alors si je prends le tableau de bord, forcément, vous voyez, il me prend tout ce qui dépend. Donc là, on voit que j'ai un tableau de bord qui prend ces informations dans deux datasets différents. Bon, moi, j'ai peut-être pas envie de partager ça, j'ai peut-être juste envie de partager le rapport et pas forcément le niveau tableau de bord. Hein. On est une petite subtilité, tout à l'heure je vous disais c'est le tableau de bord qui est l'élément qu'on partage dans le partage natif. Dans un partage de type pack de contenu, on peut mettre des autres éléments. Et donc là, à qui je partage, bah, soit à toute mon organisation, soit ici à un groupe spécifique si je veux restreindre, parce qu'évidemment, vous doutez bien, dans une entreprise de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, bah, on a peut-être envie d'avoir un peu de gouvernance et pas de mettre ça dans le catalogue de base. Hein. Donc ici, je vais avoir un titre, on va faire test 24 hours of pass, on va partager ça. On va publier, veuillez entrer une description. Donc ça, c'est pour le moteur de recherche, bien évidemment. C'est des bonnes pratiques pour faire ça. Et donc si là, je retourne sur obtenir des données, mon organisation, on va voir un en plus qui est pouf, test 24 heures of pass. 24 hours of pass ici, qui a été partagé. Donc n'importe qui maintenant peut obtenir. Voilà. Alors retenez-le, mais je pense que c'est dans le slide juste après, c'est qu'en fait le pack de contenu que vous allez partager, c'est bien des utilisateurs habilités
qui vont pouvoir partager les packs de contenu. Donc le coup d'aller spammer un petit peu le catalogue d'entreprise, c'est pas possible si bien sûr enfin moins que vous ayez fait n'importe quoi et que vous autorisiez tout le monde. Mais l'idée c'est quand on met un petit peu de gouvernance, un petit peu de data stewardship, on va pouvoir justement bien gérer ça et avoir finalement des personnes qui ont le droit de créer les packs de contenu, potentiellement la DSI, potentiellement les admins de groupe. Donc après, c'est à vous d'organiser finalement tout ça. Et encore une fois, vous allez être capable de mixer un petit peu tout ça. Donc vous imaginez, je crée un groupe dans lequel j'upload du contenu que je vais mettre sous forme de content pack pour certains utilisateurs internes et peut-être partager avec la fonctionnalité native de partage sur l'externe. Ça sera dans le tableau de synthèse, mais les packs de contenu ne peuvent pas être partagés à l'extérieur là pour le coup. Puisque on est bien sur la catalogue de l'entreprise, du tenant. Donc là, pour avoir des choses qui soient vues comme des services externes, c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est simple, c'est un mail at microsoft.com et donc vous allez rentrer dans le catalogue public. La publication web, je vais y aller très vite parce que la publication web, moi je la recommande pas du tout. Mais n'empêche, je fais mon devoir, c'est de vous dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais c'est de vous dire aussi que ça existe. Donc ici on est au niveau rapport, donc on est sur un rapport et vous avez un petit bouton publier sur le web. Qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est un lien et un code pour faire une iframe, et tout simplement cette iframe, elle est accessible publiquement. On parle bien de données publiques et anonymes. Donc une fois, n'importe qui a ce lien peut voir le rapport. Alors on est bien au niveau rapport, là pour le coup, et en mode consultation, mais mine de rien, faites attention, vous avez accès, donc en mettant les filtres, etc., potentiellement on peut descendre aux données très fines. Donc faites-y attention, de toute façon, le service Power BI va vous le rappeler, dès l'instant où vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez avoir je crois qu'il y a 2 warnings à la suite qui vous expliquent, attention, êtes-vous bien sûr, êtes-vous sûr de vouloir créer le code, etc. Et dès l'instant où vous le créez, en fait, il y a un énorme GUID qui correspond à la version publique de votre rapport. Donc, je le répète, je fais mon boulot, mon devoir de conseil me fait dire ça, n'utilisez-le que sur des données qui sont réputées publiques, donc vraiment sur un blog ou un site web. Et pas pour dire ah bah oui, le mec il a une adresse en hotmail.fr, donc le partage natif il fonctionne pas, bon allez je vais générer un truc et puis je lui envoie les liens, ça sera bon. Surtout que la révocation est beaucoup plus compliquée que on doit pouvoir révoquer, mais c'est pas aussi simple que de dire on révoque tout le lien. Donc si vous l'avez passé à 50 personnes et que vous voulez révoquer juste une seule, c'est des choses qui ne sont pas possibles. On va terminer avec la dernière, avant de passer à la synthèse, mais la dernière façon de, je vais vérifier le temps qui me reste, ça va, on est dans les temps. L'autre façon, la dernière façon de partager des tableaux de bord Power BI, c'est ce que j'appelle au sens large l'embedding. Maintenant, faites bien attention, il y a 2 techniques pour faire de l'embedding, dont une qui est très récente et une notamment qui a été présentée, je me souviens aux dernières journées SQL Server ou SQL Saturday, non, je sais plus, qui en fait sont les REST API, mais qu'on a appelé par abus de langage Power BI Embedding. Donc les deux portent bien les noms suivants. Power BI REST API et l'autre c'est Power BI Embedded et pas Embedding. Donc c'est 2 techniques. On va rentrer un petit peu dans le détail de ces 2 techniques. La première, c'est simple, Power BI, en tant que software as a service, j'irai même plus loin des fois presque de plateforme as a service, mais en tout cas de software as a service, vous propose tout un tas d'API pour pouvoir gérer vos tableaux de bord, vos tuiles, vos datasets, etc. Notamment, c'est ce que vous utilisez quand vous voulez injecter de la donnée, faire du push de données et envoyer des données directement dans votre service Power BI. Donc il y a tout un tas d'API en REST que vous interrogez avec de l'hôte, etc. Et en fait, dans ces API, il y a des API qui vous permettent de lister les tableaux de bord, de lister les tuiles, de lister les rapports, et donc de récupérer un code d'embedding, donc finalement un code d'iframe que vous allez pouvoir injecter après dans un autre élément, un autre host, qui peut potentiellement être un site web, mais potentiellement être une application. Voilà. Sachez que tout ça utilise la sécurité de Power BI, c'est-à-dire que pour pouvoir consulter l'information, vous allez devoir vous loguer sur le tenant Power BI et montrer patte blanche et dire qui vous êtes pour pouvoir voir les données. Donc c'est bien conditionné à la sécurité qu'il y a en dessous. Donc l'idée c'est bien finalement de juste changer le médium d'accès et de se dire si je veux donner l'accès à un tableau de bord, par exemple je veux l'intégrer dans un intranet d'entreprise ou dans une page, par exemple admettons vous avez un commercial qui a une application sur laquelle il a tout un tas d'autres informations sur sa journée, potentiellement vous voulez aussi lui mettre 2-3 tuiles Power BI pour qu'il voie des informations, donc vous allez finalement juste exporter, déporter l'affichage.
mais ça se passe bien sur la sécurité et les licences et les autorisations que vous avez mis derrière dans le contenu Power BI. Hein, il n'y a pas d'impersonnation de la sécurité. Là-dessus, le meilleur exemple, c'est les travaux de Devscope, qui est un éditeur qui a fait deux composants extrêmement célèbres, l'un pour intégrer dans SharePoint et l'autre pour intégrer dans PowerPoint des tuiles de tableau de bord et donc faire des présentations un petit peu plus dynamiques et qui soient liées sur du contenu Power BI. Voilà, je vous laisserai cliquer sur le lien, découvrir leurs produits. En plus, ils sont pas très chers pour pouvoir utiliser ça. Maintenant, je mets un petit disclaimer, il n'y a pas encore de WebPart natif dans SharePoint. Actuellement, si vous voulez faire ce qu'on fait depuis longtemps sur de la BI traditionnelle avec le WebPart Reporting Services, par exemple, pour pouvoir intégrer du contenu, sachez qu'il n'existe pas de WebPart Power BI. Hein. Donc le seul qui existe, c'est celui qui est fourni par Devscope. Vous allez sur votre SharePoint Online, vous allez sur le store et vous achetez le composant et donc vous aurez ça. Mais il n'y a rien qui a été développé par Microsoft là-dessus. Donc ça, c'est pour les Power BI REST API qui existent depuis plus d'un an, qui permettent de faire une sorte de partage, tout simplement en intégrant le rapport dans quelque chose d'autre. La deuxième solution, qui est arrivée très récemment, c'est Power BI Embedded. Power BI Embedded, même si ça porte le nom de Power BI, ça n'a rien à voir avec le service Power BI, donc ce qu'on appelle le software as a service, hein, l'application de type SaaS. C'est vraiment un service Azure, complètement décorrélé du Power BI traditionnel que j'ai pu montrer avec les fonctionnalités de partage, etc. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça amène en plus et qu'est-ce que ça amène en moins? Déjà, c'est qu'on a quelque chose qui n'est pas lié à la sécurité ou au modèle de licensing de Power BI. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des utilisateurs qui existent dans le service Power BI sur lequel vous allez donner des droits à un rapport, puisqu'en fait, l'authentification est à votre charge. Si vous voulez faire de l'anonyme, ça vous regarde, c'est votre problématique. Bien évidemment, en général, on est dans le cas où on a déjà une application avec un menu, on sait qui est l'utilisateur, on sait ce qu'on doit lui afficher, en fait, on va gérer tout le travail d'afficher le rapport. Ensuite, comment ça fonctionne? C'est simple, hein, c'est le même moteur que Power BI, c'est-à-dire que vous avez un fichier Power BI Desktop que vous avez uploadé sur le service. Je vais y revenir après, c'est un petit peu compliqué à faire, mais vous avez donc ce Power BI Desktop, donc qui contient des rapports, etc. Et vous appelez simplement dans votre service, vous appelez ce rapport et vous l'affichez dans votre application. Vous avez tout le code pour pouvoir afficher ça dans votre application. Je disais que la gestion était un petit peu plus compliquée, en effet, parce que pour le coup, c'est pas aussi simple que d'avoir un groupe, d'uploader un truc, de se connecter à une base, etc. Pour accéder à ce service-là, vous n'avez pas d'interface, vous allez devoir faire par ça applicativement, soit avec du PowerShell, soit avec du .NET, mais ça va être à vous de vous connecter aux API de Power BI Embedded et de dire j'upload un rapport, je le supprime, je le modifie, et bien sûr vous allez avoir toutes les fonctionnalités de rendering, donc justement d'avoir l'iframe qui va faire ça. Ça reste une iframe, hein, le mode de rendu, hein, c'est un service Azure, c'est-à-dire que c'est pas le composant report viewer que vous embarquez dans une WinForm ou dans une WebForm et qui fait tout localement. Enfin, qui potentiellement peut tout faire localement. On est bien sur quelque chose qui est rendu online, c'est juste que vous avez vraiment toute la mécanique autour pour définir quel rapport, dans quelles conditions, avec quel filtre, etc. Voilà. On a un modèle de paiement au rendu, mais je vais venir juste après, d'ailleurs je vais venir même tout de suite. Hein. Sur la tarification, on a une tarification à la session. Une session, c'est simple, c'est 1 heure. En gros, ou quand quelqu'un va fermer son browser, mais globalement, comptez que c'est une session, c'est une personne qui consulte un ou plusieurs rapports pendant 1 heure. Donc il y a la notion d'access token, je ne vais pas rentrer dans les détails du développement, mais on a l'access token qui garantit en fait qu'on a bien la même personne, même si elle regarde 3 rapports différents, c'est bien la même personne qui a ouvert la même session. Donc ce qui fait que sur une centaine de sessions, on est à 4,22 €. Si vous comparez par rapport au prix du service Power BI, où on a 8,40 € par mois par utilisateur, finalement un utilisateur qui ferait 200 sessions, autant lui acheter une licence Power BI service, hein, pour le coup. Mais si on est sur des scénarios un petit peu plus un peu différents, et là je pense plutôt quand on a beaucoup d'utilisateurs différents, mais qui regardent peu en fait. Parce que là, le tarif, il est bien à la session, il n'est pas à l'utilisateur. Hein. Power BI Service, on a une métrique, on a une ABAC qui est par utilisateur. Power BI Embedded, on a une ABAC qui est à la session. Donc si par exemple, vous avez 2000 utilisateurs, donc admettons tous les utilisateurs de votre entreprise,
qui, je ne sais pas moi, une fois par semaine vont consulter, ou allez, deux, trois fois par semaine, vont consulter un rapport, juste pour voir où ils en sont de leur performance, je ne sais pas, ou de leur congé payé, de leur note de frais, j'en sais rien. En fait, là pour le coup, en fait, vous allez travailler à la session et donc vous allez payer beaucoup moins cher. Donc admettons 2000 personnes qui vont faire une session une fois par semaine. On est donc à 2000 sessions et vous allez avoir un coût à 42 € par semaine. Là, pour le coup, si vous avez un mode de licensing à 8 € par mois par utilisateur et que vous devez mettre la licence pour les 2000 utilisateurs, ça ne fait pas tout à fait le même prix. Hein, vous voyez le principe, les différences. Maintenant, juste pour qu'on soit bien d'accord, ces deux façons, donc si je reviens sur mon contexte de partage, hein, là j'étais un peu plus techniquement sur ce qu'était le Power BI Embedded. Maintenant, si je reviens sur notre but premier qui est de partager des dashboards. Mon dashboard a été créé, je vais le partager. Pensez bien, et le plus important ici, c'est ça. Les deux façons de faire, hein, que ce soit REST API ou Power BI Embedded, nécessitent du code. Dans tous les cas, c'est à vous d'appeler l'API, c'est à vous de récupérer les informations, c'est à vous de gérer l'authentification. Alors, dans l'un, un peu plus simple, puisque l'idée c'est juste de récupérer via du OAuth l'access token, mais dans Power BI Embed, ça va être à vous de gérer les sessions, etc. Donc les deux nécessitent du code. Par contre, avec ça, vous êtes les rois du pétrole, vous pouvez intégrer ça, des rapports Power BI dans vos applications. Voilà. Techniquement parlant, Uniframe, un access token. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais pensez bien, c'est Uniframe, ça reste du cloud. Donc l'application en mode déconnecté, etc., vous oubliez, hein, on est vraiment sur quelque chose sur du cloud. Et donc la différence entre les deux, l'un va s'appuyer sur un tenant Power BI, l'autre va s'appuyer sur un tenant Azure. Deux modes de facturation différentes. Petite démo, alors en petite démo, je vais juste finalement, hop, 48, on va bientôt passer aux questions, mais je voulais juste vous montrer, je vous rassure, ça va aller assez vite, je vais juste vous montrer une application Visual Studio. En plus, je ne vais pas avoir la prétention de vous dire que j'ai fait un truc extrêmement développé, c'est que tout simplement, j'ai téléchargé les applications d'exemple qui sont fournies par Microsoft, et ici, à un moment, vous avez justement deux petites applications, Embed Sample, qui est tout simplement un site web ici, et quelque part dans mon site web, alors je ne suis pas un grand adepte des modèles MVC, mais ici je dois avoir dans, est-ce que c'est dans mes vues, ici vous voyez, je vais appeler à un moment quelque chose qui va tout simplement m'afficher ici, donc avec l'access token que j'ai récupéré quelque part dans mon modèle MVC, je vais récupérer les informations et finalement tout ça, ça va nous générer une iframe qui va tout simplement, avec toutes les informations qui vont bien, qui va tout simplement nous afficher le report Power BI que j'ai chargé dans mon tenant. Donc là, si je vais dans mon tenant Azure, hop, je vais venir, mais il faut que j'y sois en mode in private par contre. Hop, portal.azure, et pendant ce temps-là, je vais juste lancer, pendant que je parle, ça peut bien, hop, on va faire start. Qui a débugué, démarrer une nouvelle instance, juste pour vous montrer ça. Et pendant qu'il compile, s'il veut bien me donner la main, hop, on va revenir au portail. Donc vous voyez bien, hein, je suis sur Azure et non pas sur Power BI. Ça n'a rien à voir. Mon tenant Power BI, j'y accède avec mon email Azeo, puisque c'est mon tenant d'entreprise. Là, j'y accède avec un autre compte. Et hop, on va le laisser charger pendant ce temps-là. Non, si c'est bon. La troisième tuile qui va apparaître ici, c'est tout simplement mon service Power BI Embed. Allez. Où j'ai une workspace collection, donc c'est des informations, il y a des informations ici, comme l'ID que vous avez besoin dans votre application pour avoir des clés d'accès, des choses comme ça, pour pouvoir gérer justement les access tokens. Mais ici, vous voyez bien que j'ai mon espace de travail, et si je me souviens bien, je dois pouvoir voir ce qu'il y a dedans, il me semble, à moins que ça soit pas ici. Rendu enregistré, de sessions incorporées. Donc, vous voyez, j'ai des statistiques. Vous voyez que je l'utilise pas énormément. Mon groupe de travail, il me semblait qu'on pouvait voir les éléments qu'il y avait dedans. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous le montrer derrière avec l'application d'exemple. Je vous rassure, c'est pas moi qui ai fait ce design. C'est du MVC, donc c'est l'application d'exemple. Et là, ici, il y a les reports que j'ai chargés. Ici, par exemple, mon report Foursquare. Et donc, vous voyez qu'il est intégré ici dans mon application.
Là, le petit rendu qui est en train d'avoir lieu, qui est justement l'accès au cloud pour pouvoir faire ça. Et donc derrière, bah, j'ai bien un Power BI tout à fait fonctionnel. Ici, hein, c'est bien le même que j'ai partagé, enfin, qui est une façon de partager. J'ai tout simplement intégré à une application autre. Ici, j'ai créé un menu, enfin, quelqu'un a créé un menu rapport qui va tout simplement charger. Ici, j'ai mon iframe qui est ici, quelque part caché dans la page. Il y a l'access token qui permet de vérifier qu'on est bon, puisque évidemment on pourrait dire bah, j'ai qu'à faire le malin, j'ai qu'à récupérer le code de l'iframe. Non, c'est pas aussi simple que ça, c'est évidemment protégé pour avoir ça. Et derrière vous avez même des fonctionnalités, c'est que vous pouvez tout simplement soit afficher les filtres comme on l'a, ou tout simplement rajouter des filtres au niveau du report ou de la page. Je ne vais pas le faire ici, mais finalement c'est la même chose que si vous faisiez des filtres en mode URL, donc vous allez marquer le nom de la table et après un petit peu de DAX, pouvoir dire telle colonne inférieure à temps, etc. Donc là, on va pouvoir mettre des filtres. Et pour répondre tout à l'heure à la question qu'il y avait sur la sécurité fine, même si je vais revenir un petit peu après, comment on peut faire, c'est une façon de gérer la sécurité fine. Finalement, j'utilise de l'embedding ici, et c'est moi qui fais le boulot, là je masque tout ça, et c'est moi qui fais le boulot avec mon code .NET de rajouter, d'injecter les filtres en fonction de dire bah, c'est David qui est en train de regarder ça, et David il est en Suisse, donc je dois lui montrer que les données relatives à la Suisse. Hein. Donc c'est une façon de gérer la sécurité ici sur l'embedding. La dernière chose sur l'embedding que je voulais vous montrer, c'était dans mon Visual Studio. Ici, bon forcément je suis en mode, hop, je cherche l'explorateur de, hop, on va arrêter parce que voilà. C'est qu'ici, bah, en fait, j'ai une petite application Provision Sample ici qui à un moment en fait va faire, il doit y avoir une méthode import PBX qui tout simplement va uploader le PBX sur le Workspace Collection. Ici, vous voyez Workspace Collection Name, Workspace ID, etc. Et donc au final, c'est bien ça que vous avez à préparer et qui est forcément plus compliqué que de faire obtenir des données et uploader un PBX sur le service. Voilà. Mais si vous aimez le code, il n'y a pas de souci, c'est tip top. Allez, une petite synthèse. Alors, je vous disais à la base, c'est on partage quoi, vers qui, et ensuite on va choisir la méthode qu'on va faire. Donc on a le partage natif ici, on a le partage de groupe, le content pack, la publication web. J'ai pas mis l'embedding, pourquoi? Parce que l'embedding finalement, c'est vous qui mettez toute la logique, et donc c'est vous qui dites à qui vous voulez partager et comment vous voulez partager au niveau de l'authentification. Pour le reste, en fait, on a besoin de savoir si on le partage en interne, en externe, si l'utilisateur interne, il a une licence gratuite ou une licence pro. Je vous l'avais mis en tout premier slide, faites très attention au niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des scénarios où vous n'allez pas pouvoir partager. Ici, c'est KO tout simplement parce que je suis un utilisateur gratuit, je n'ai pas le droit de voir du contenu de type pro. L'autre cas où vous allez avoir des soucis, quand vous allez avoir un utilisateur pro qui partage du contenu pro à un utilisateur gratuit. C'est simple, le message que vous recevez, c'est ce contenu nécessite Power BI Pro, cliquez ici pour vous abonner. Alors sur de l'interne, c'est plutôt contacter votre administrateur pour qu'il vous mette une licence. Le cliquer ici pour vous abonner, c'est la version d'essai de 60 jours ici. Donc faites bien attention sur ça. Ce que je trouve, alors pas cohérent, mais maintenant je suis bien content parce que ça résout pas mal de situations, c'est que finalement en fait, gratuit ou pro, quel que soit le type de contenu, sur de l'externe, vous pouvez le partager en fait. Hein. Il faut juste que si c'est du pro, que ce soit un utilisateur pro qui le partage. Mais sinon, vous voyez qu'un utilisateur externe, même s'il n'a pas payé sa licence, va pouvoir très bien accéder à votre contenu ici qui a été partagé depuis un utilisateur gratuit. Hein. Content pas qu'on n'a pas. Et bien sûr, vous pouvez partager depuis un groupe ici. C'est qui a fait le partage, c'est bien un groupe, l'élément est stocké dans un groupe. Donc c'est le petit tableau de synthèse, je vais évidemment pas tout détailler, mais regardez bien votre scénario. Quelle est votre population cible? Est-ce qu'elle a une licence ou est-ce qu'elle n'a pas de licence? Est-ce qu'elle est interne ou externe à votre entreprise? Quel est le type de contenu que je veux lui proposer? Vous verrez que ça va marcher différemment. Attention, il y a certaines fonctionnalités pro qui, à l'externe, ne fonctionnent pas. Et je vais venir un petit peu, ça va être la notion de la sécurité, de la sécurité fine. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il manque un tableau de synthèse. Alors, pour répondre à la question et conclure sur ça, la sécurité, potentiellement fine, deux façons de gérer la sécurité. Soit vous faites un cloisonnement au niveau de votre dashboard, de votre tableau de bord ou de vos rapports. Donc, pour ça, vous allez utiliser les groupes ou le partage et vous gérez du point à point ou avec la sécurité des groupes, vous gérez votre cloisonnement et vous dites, c'est simple, le groupe France,
je ne mets que les gens qui ont le droit de voir la France, et donc j'ai pas de sécurité fine à avoir. Par contre, ça vous oblige à faire un déploiement dans le groupe France avec le bon filtre, de faire un déploiement dans le groupe suisse avec le bon filtre, etc. etc. Hein, donc c'est un niveau de cloisonnement qui est plus compliqué à gérer, mais qui par contre est beaucoup plus simple à comprendre. Voilà, c'est j'ai accès ou j'ai pas accès au rapport. Ensuite, vous avez un autre type de sécurité, c'est de s'appuyer sur de la sécurité fine, et pour ça de deux façons. Soit, mais je ne vais pas détailler, c'est de se connecter à une source qui va gérer la sécurité, exemple Analysis Services, ce qu'on appelle le Live Connection. Vous avez aussi le Direct Query qui fait ça, donc j'ai cité Analysis Services, mais ça marche aussi avec Azure SQL, sur lequel vous pouvez faire du Direct Query, et donc là avec le Direct Query, potentiellement avec les nouvelles fonctionnalités d'SQL Server 2016, mais là on est en Azure SQL, donc elles y sont déjà, vous pouvez donc dire en fonction qui a le droit de voir quoi en fait, hein, ça s'appelle le Row Level Security. Mais vous avez la possibilité, si jamais vous n'avez pas cette fonction-là, d'utiliser ce qu'on appelle la sécurité native d'un modèle Power BI, qu'on appelle aussi Row Level Security pour le coup, dans lequel vous allez tout simplement avoir des rôles qui définissent les permissions. Exemple, j'ai créé 2 rôles, France, étranger, dans lequel je vais ajouter les utilisateurs dans chaque rôle pour vous savoir ce à quoi ils ont besoin. Le seul problème, c'est que ça se fait dans Power BI Desktop. Alors justement, je vais ouvrir un Power BI Desktop. Et le temps qu'il s'ouvre, je vais vous montrer, hop, il est là. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le service. Donc là, ici, non, donc c'est pas celui-là. On va fermer ça. Il est où mon service Power BI? Il est là. Hop, on va revenir sur un jeu avec de la sécurité, exemple celui-là. Quand je vais dans sécurité, ici, hein, donc je vais rezoomer pour qu'on le voit bien à la vidéo. Hop, ici j'ai bien sécurité, et quand je clique ici dans sécurité, je vois les rôles qui ont été définis. Ici, d'ailleurs, s'il n'y a pas de rôle, vous avez un joli message qui vous dit que vous devez créer les rôles avec Power BI Desktop. Mais dans Power BI Desktop, c'est pas là où je fais l'affectation. C'est vraiment ici où je vais dire, là par exemple, ici, je vais rajouter Laurent, je vais dire que Laurent, il a le droit de voir toute la catégorie étranger. Ici, ajouter, et hop, quand il va se connecter, il va voir la catégorie étranger. Et il peut être bien évidemment dans 2 groupes. Oui, enregistré. C'est peut-être parce qu'il est en train d'enregistrer. Voilà, c'est mieux. Donc quand je vais dans France ici, en fait je vais pouvoir faire ça. Donc la Row Level Security, c'est vraiment, là on va gérer la sécurité fine. Par contre, attention, c'est du pro, et là pour le coup sur le partage externe, votre rapport est désactivé. Pourquoi? Parce que la personne, c'est pas une adresse email externe que j'ai mis, c'est bien des personnes qui sont dans mon tenant. Donc là pour le coup, vous pouvez le partager, mais la personne ne va rien voir. Je fais juste 1 minute la conclusion. Pensez bien, comment bien collaborer. Alors, le maître mot qu'il faut retenir, c'est gouvernance, gouvernance, gouvernance. Moi, ce que je recommande, c'est en interne, utiliser les groupes. C'est vraiment un bon moyen de vraiment gérer la collaboration entre les usagers de votre entreprise, mais pensez bien que c'est payant. Et dès l'instant où vous faites de l'externe, faire du partage natif. Maintenant, faites attention, donc nommage sur les groupes, gardez la main sur le tableau de bord. Quand vous faites du partage natif, pensez bien à savoir d'où vous partagez. Donc moi, je recommande de partager à partir d'un groupe pour que ça soit centralisé, parce que si chacun partage de son espace personnel, ça va être un petit peu compliqué. Donc faites bien attention à tout ça. Et donc ce que vous avez à retenir au final, c'est que pour bien collaborer, donc vous avez tout un tas de façons de partager, du push, du pull, du gratuit, du payant, de l'interne, de l'externe, etc. Pensez qu'il faut gérer tout ça. Pour bien gérer, il faut mettre de la gouvernance. Et pour mettre de la gouvernance, moi, ce que je recommande, je vous invite à voir les sessions que j'ai pu déjà donner sur le sujet. Moi, je vous recommande le Data Stewardship. Donc, c'est tout simplement d'identifier les personnes qui vont être capables d'administrer ça. C'est pas des administrateurs au sens technique du terme, c'est vraiment des gens qui vont aider à développer la culture des données dans l'entreprise et à gérer un petit peu la qualité, la sécurité, la gouvernance. Hein. Donc on a toute une batterie d'outils pour justement partager. Maintenant, à vous de bien les gérer. Et je crois que j'ai très peu débordé, Christian. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Christian. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Jean-Pierre? Oui, je t'entends. D'accord, OK. Donc, merci. La session a été enregistrée. Vous avez un bref sondage que vous pouvez répondre par la suite, aussitôt que la session sera terminée. Merci à tous.